En 28 ans d'études de la doctrine nucléaire et de la compétition entre grandes puissances, j'ai appris qu'au moment où une puissance nucléaire franchit le seuil entre une posture déclaratoire et une activation opérationnelle, tout ce que l'établissement de la sécurité internationale a bâti pendant des décennies commence à se défaire. Pas bruyamment, pas avec le genre d'effondrement qui remplit les unes des journaux et force des séances d'urgence au Parlement. Silencieusement, avec un algorithme de ciblage mis à jour dans un bunker de commandement que personne, à part une poignée de généraux, ne lira jamais, avec un sous-marin qui change son schéma de patrouille sans conférence de presse pour expliquer pourquoi. Avec un document de doctrine qui élargit discrètement son enveloppe d'autorisation pour inclure des actifs que les partenaires de l'Alliance supposaient auparavant protégés. Il y a 72 heures, la Chine est passée à son plus haut niveau de posture de disponibilité opérationnelle nucléaire en 40 ans. Pas un exercice, pas une manœuvre de signalement conçue pour créer un levier diplomatique, puis être retiré après un appel téléphonique. Un changement de posture opérationnelle qui a fait passer les forces nucléaires chinoises de leur configuration standard de temps de paix à un état prêt au lancement, que la doctrine chinoise réserve aux conditions d'un conflit imminent avec un père nucléaire, et la réponse publique du gouvernement américain a été calibrée pour éviter le mot que chaque analyste observant ce développement utilise en privé. Escalade. Ce soir, je veux vous expliquer exactement ce que signifie la disponibilité opérationnelle nucléaire chinoise. Je veux expliquer pourquoi ce moment précis a produit le franchissement de seuil qu'aucune crise des 4 dernières décennies n'avait produit. Et je veux expliquer à quoi ressemble une architecture de sécurité du Pacifique lorsque l'hypothèse fondamentale qui a organisé la stratégie américaine dans la région depuis 70 ans vient d'être invalidée sur le plan opérationnel. L'idée que les forces nucléaires chinoises sont un instrument de dissuasion en temps de paix plutôt qu'un instrument d'emploi en temps de guerre. Ce soir, je veux répondre à 4 questions que les commentaires de sécurité dominants gèrent prudemment plutôt que d'aborder honnêtement. Premièrement, quel changement opérationnel précis constitue le virage de la posture de disponibilité nucléaire chinoise? Et qu'est-ce que la nature précise de chaque changement nous dit sur le calcul d'emploi que le commandement stratégique chinois a fait? Deuxièmement, pourquoi maintenant? Quel élément précis de ce moment a produit le franchissement de seuil? Contrairement à chaque crise précédente dans le détroit de Taïwan, à chaque confrontation précédente en mer de Chine méridionale, à chaque moment précédent de tensions stratégiques entre les États-Unis et la Chine au cours des 4 dernières décennies, ce seuil a converti les forces nucléaires chinoises d'une posture de dissuasion à une posture opérationnelle. Troisièmement, à quoi ressemble la dissuasion élargie américaine dans le Pacifique après cela? Pas théoriquement, opérationnellement. Quels engagements précis envers le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Taïwan deviennent fonctionnellement incertains au moment où il a été démontré que la doctrine nucléaire chinoise avait un caractère opérationnel plutôt que déclaratoire, sous des conditions de pression stratégique suffisantes? Et quatrièmement, qu'exige réellement une architecture de sécurité du Pacifique construite pour un monde où les 2 grandes puissances nucléaires fonctionnent à un niveau de disponibilité élevé? Quel changement de posture des forces? Quelle restructuration des alliances? Quelle architecture de communication directe entre Washington et Pékin la stabilité stratégique exige-t-elle dans un monde où 72 heures d'escalade ont produit une posture opérationnelle nucléaire que les analystes, situés à des décennies de distance, les réponses décrivent un environnement stratégique dont les hypothèses fondamentales sont démantelées en temps réel, un paramètre de ciblage mis à jour à la fois. Les changements opérationnels précis qui constituent le virage de la posture de disponibilité de la Chine comptent davantage que le virage lui-même, parce que ces changements précis révèlent la logique d'emploi que le commandement stratégique chinois applique actuellement. Les unités chinoises de missiles balistiques intercontinentaux des F-40 et un dans le théâtre nord sont passées de leur configuration standard en garnison à un déploiement sur le terrain. Les systèmes des F-40 et un en garnison sont maintenus dans un état permettant un lancement en quelques heures. Les systèmes des F-40 et un déployé sur le terrain sont maintenus dans un état permettant un lancement en quelques minutes.
Cette différence des heures aux minutes n'est pas une distinction technique. C'est la définition opérationnelle de la différence entre une posture de dissuasion et une posture d'emploi. Une posture de dissuasion est conçue pour survivre à une première frappe et riposter. Elle ne nécessite pas de déploiement sur le terrain parce que le délai de riposte permet le temps de mobilisation exigé par les systèmes basés en garnison. Une posture d'emploi est conçue pour frapper avant qu'un adversaire puisse exécuter sa propre frappe. Elle nécessite un déploiement sur le terrain parce que le calendrier du premier emploi ne permet pas la mobilisation. La Chine a fait passer ces systèmes intercontinentaux les plus capables de la première posture à la seconde. Les sous-marins chinois lanceurs d'engins de classe Jin, dont 4 sont actuellement en mer selon les évaluations du renseignement naval américain, ont modifié leur schéma de patrouille d'une manière que le suivi américain des sous-marins a enregistré, mais qu'aucune déclaration officielle américaine n'a caractérisé publiquement. Les modifications des schémas de patrouille ont fait passer les sous-marins de leur zone standard de patrouille de dissuasion, des zones optimisées pour la survie et la fiabilité de la seconde frappe, vers des zones de patrouille optimisées pour un emploi rapide contre des cibles sur le territoire continental des États-Unis et contre des bases avancées américaines dans le Pacifique. Encore une fois, la distinction n'est pas technique, elle est doctrinale. Les schémas de patrouille de dissuasion privilégient la capacité de survie. Les schémas de patrouille d'emploi privilégient la rapidité. Les sous-marins chinois de classe Jin sont passés de la première priorité à la seconde. Les unités chinoises de missiles balistiques à portée intermédiaire DF-26, les systèmes que la doctrine chinoise désigne pour emploi contre les groupes aéronavals américains et les bases avancées dans le Pacifique, ont reçu des coordonnées de ciblage opérationnel plutôt que les coordonnées d'entraînement utilisées par les opérations de temps de paix. Cette information provient du renseignement électromagnétique allié qui a été partiellement partagé avec des gouvernements partenaires dans la région. Elle a produit les consultations d'urgence à Tokyo, Séoul et Manille que les déclarations officielles américaines décrivent comme une coordination de routine entre alliés. Elles ne sont pas routinières. Ce sont des gouvernements qui reçoivent des renseignements indiquant que les systèmes chinois spécifiquement désignés pour frapper leur territoire, leurs bases américaines, leurs installations navales, ont été chargés avec des données de ciblage opérationnel pour la première fois dans l'ère moderne du développement des forces nucléaires chinoises. Je veux aborder directement la question du moment choisi parce que c'est la question dont la réponse révèle le plus clairement ce qui a changé par rapport à toutes les tensions précédentes. La Chine a déjà subi des pressions au sujet de Taïwan. La Chine a déjà fait face à des déploiements de porte-avions américains dans le détroit de Taïwan. La Chine a déjà fait face à des ventes d'armes américaines à Taipei, à des visites du Congrès à Taïwan, à des différends de reconnaissance diplomatique et à une compétition stratégique en mer de Chine méridionale. Aucun de ces points de pression précédents n'a produit un changement de posture opérationnelle nucléaire. Ce moment l'a fait. La raison est précise et elle est visible dans l'enchaînement des événements des 30 derniers jours si l'on regarde les bons indicateurs plutôt que les déclarations diplomatiques conçues pour gérer la perception plutôt que d'écrire la réalité. La déclaration américaine DEFCON 3 émise en réponse à l'activation de la doctrine nucléaire russe sur le théâtre européen a fait quelque chose au calcul stratégique chinois qu'aucune action américaine précédente n'avait fait. Elle a démontré que l'autorité de commandement nucléaire américaine gérait simultanément des exigences de disponibilité élevées dans 2 théâtres nucléaires séparés. Cette simultanéité est le seuil que la planification stratégique chinoise a toujours identifié comme la condition dans laquelle la dissuasion élargie américaine dans le Pacifique devient opérationnellement sous tension. Pas théoriquement incertaine, opérationnellement sous tension. L'architecture américaine de commandement, contrôle et communication nucléaire est sophistiquée. Elle n'est pas infinie. Gérer une véritable disponibilité élevée sur le théâtre européen, tout en maintenant simultanément tout le poids des engagements de dissuasion élargie dans le Pacifique, exige des décisions de priorisation que les planificateurs stratégiques chinois modélisent depuis des décennies. La déclaration DEFCON 3 a dit au commandement stratégique chinois que le moment que ces modèles avaient identifié comme la fenêtre de surextension stratégique américaine maximale
était arrivé, pas parce que les forces nucléaires américaines sont inadéquates, mais parce que l'attention américaine, la bande passante décisionnelle américaine et la capacité politique américaine à gérer des crises nucléaires simultanées sont finies, d'une manière qui crée des fenêtres que la compétition stratégique patiente est conçue pour exploiter. Le deuxième facteur qui a produit le franchissement de seuil est le développement politique intérieur à Taïwan, que les médias internationaux ont couvert comme une histoire constitutionnelle plutôt que stratégique. L'action législative formelle du nouveau gouvernement taïwanais, affirmant l'indépendance souveraine, prise il y a 3 semaines, a franchi une ligne dans la doctrine interne du Parti communiste chinois qu'aucune action politique taïwanaise précédente n'avait franchie. La légitimité du Parti communiste chinois repose sur un récit fondamental qui inclut la réunification éventuelle de Taïwan avec le continent. Ce récit a survécu à 50 ans d'indépendance taïwanaise de facto parce que aucun gouvernement taïwanais n'avait pris l'action législative formelle qui transforme l'indépendance de facto en revendication juridique, contestant directement ce récit fondamental. La nouvelle législature taïwanaise a franchi cette ligne, et l'évaluation interne par le Parti communiste chinois du défi à sa légitimité que ce franchissement représente a entraîné une réponse militaire dont le caractère reflète autant des impératifs politiques internes qu'un calcul stratégique externe. Je veux aborder ce à quoi ressemble la dissuasion élargie américaine dans le Pacifique après un changement de posture opérationnelle nucléaire chinoise parce que l'analyse politique dominante traite cela comme une crise à gérer plutôt que comme une révélation structurelle à absorber. C'est une révélation structurelle. Ce qu'elle révèle, c'est que l'hypothèse qui sous-tend chaque engagement de sécurité américain dans le Pacifique, l'hypothèse selon laquelle les forces nucléaires chinoises sont un instrument de dernier recours, que la doctrine chinoise réserve aux conditions les plus extrêmes de survie nationale, a été invalidée sur le plan opérationnel par un changement de posture déclenché par des conditions qui restent bien en deçà de la survie nationale. La Chine est passée à une disponibilité opérationnelle nucléaire en réponse à une combinaison de surextension stratégique américaine et d'actions politiques taïwanaises. Aucune de ces conditions ne constitue une menace à la survie nationale de la Chine. Les deux constituent des conditions que le calcul stratégique chinois jugeait suffisantes pour justifier une élévation de la posture opérationnelle nucléaire. Ce recalibrage des conditions suffisantes pour justifier une élévation de posture nucléaire a des implications directes pour chaque engagement de sécurité américain dans le Pacifique. Le traité de sécurité du Japon avec les États-Unis a toujours reposé sur l'hypothèse que la dissuasion nucléaire élargie américaine couvre le territoire japonais contre la coercition nucléaire chinoise. Cette hypothèse exige, comme fondation opérationnelle, que les forces nucléaires chinoises restent dans une posture de dissuasion plutôt que dans une posture d'emploi sous des conditions qui n'atteignent pas le conflit direct avec les États-Unis. La Chine vient de démontrer que ces forces nucléaires peuvent être déplacées vers une posture d'emploi dans des conditions qui n'incluent pas de conflit direct avec les États-Unis. Les planificateurs de sécurité du Japon font ce soir exactement le calcul que cette démonstration les force à faire. L'architecture de sécurité de la Corée du Sud, qui dépend de la dissuasion élargie américaine pour la protection contre la coercition nucléaire nord-coréenne et potentiellement chinoise, fait face à la même question structurelle. Les Philippines, dont la relation de sécurité récemment approfondie avec les États-Unis inclut l'accès américain à des bases qui figurent maintenant sur des listes chinoises de ciblage opérationnel, font le même calcul. Les gouvernements qui font ces calculs sont des gouvernements alliés ayant de profonds engagements institutionnels envers le cadre de sécurité américain. Ce ne sont pas des partenaires peu fiables, ce sont des gouvernements dont les établissements professionnels de sécurité absorbent une donnée opérationnelle que leurs hypothèses de planification d'alliance n'avaient pas intégrée. Et les conclusions que ces établissements professionnels de sécurité tirent des données opérationnelles finissent par guider les décisions des gouvernements. Sur quelles garanties miser stratégiquement ? La dimension nucléaire de ce développement comporte une caractéristique que les commentaires de sécurité conventionnels sous-estiment constamment. L'élévation de la posture opérationnelle nucléaire chinoise n'est pas réversible de la même façon qu'elle est réalisable.
Déplacer les forces nucléaires chinoises vers une disponibilité élevée exige une décision prise par un petit nombre de personnes au sommet de l'autorité du Parti communiste chinois. Ramener les forces nucléaires chinoises à une posture standard de dissuasion exige que ces mêmes personnes acceptent le coût politique intérieur d'un recul par rapport à une posture qu'elles ont élevée en réponse à ce que leur cadre politique interne caractérise comme un défi direct à la souveraineté chinoise et à la légitimité du Parti communiste. Le coût du recul est réel et il est plus élevé que le coût de l'élévation initiale. Ce qui signifie que le calendrier de normalisation de la posture des forces nucléaires chinoises n'est pas déterminé par la résolution des circonstances stratégiques externes qui ont provoqué l'élévation. Il est déterminé par le calcul politique interne du Parti communiste chinois quant au moment où le recul devient soutenable sur le plan intérieur. Ce calendrier n'est pas visible pour les planificateurs stratégiques américains. Il ne répond pas à la pression diplomatique américaine et il n'est pas accéléré par une posture militaire américaine que la logique politique interne du Parti communiste chinois peut qualifier de pression externe supplémentaire, exigeant le maintien d'une disponibilité élevée. Je veux aborder ce que la stabilité stratégique dans le Pacifique exige réellement dans cet environnement, parce que le débat politique est organisé autour d'instruments antérieurs aux changements structurels que les 72 dernières heures ont produits. Les cadres de contrôle des armements conçus pour une relation nucléaire bilatérale États-Unis-Union soviétique ne s'appliquent pas proprement à un environnement nucléaire trilatéral États-Unis-Chine-Russie, où deux des trois parties sont simultanément en disponibilité élevée. Les engagements de dissuasion élargie qui étaient crédibles lorsque la condition d'élévation de la posture nucléaire chinoise était une attaque directe contre le territoire chinois, sont des engagements structurellement différents. Lorsque la condition d'élévation de la posture nucléaire chinoise a été démontrée comme incluant une action législative taïwanaise et une surextension stratégique américaine. Les canaux de communication de crise conçus pour une compétition stratégique de temps de paix n'ont jamais été testés dans des conditions où les deux parties gèrent simultanément une disponibilité nucléaire élevée. L'exigence que cet environnement crée n'est pas une meilleure diplomatie appliquée à des instruments familiers. C'est une réévaluation fondamentale de l'architecture stratégique que 40 ans de gestion de la relation entre les États-Unis et la Chine ont bâti sur l'hypothèse que les armes nucléaires dans le Pacifique des instruments de dissuasion plutôt que des instruments de planification opérationnelle. Cette hypothèse a disparu. L'architecture construite sur elle est maintenant structurellement instable d'une manière que les déclarations diplomatiques émises par les deux gouvernements sont soigneusement conçues pour ne pas reconnaître. La reconnaissance viendra par le comportement plutôt que par la déclaration, par le repositionnement des alliés plutôt que par une rupture d'alliance, par l'accumulation de décisions prises par Tokyo, Séoul et Manille, qui reflètent la réalité opérationnelle plutôt que la fiction diplomatique. À Pékin, l'élévation de posture représente la validation opérationnelle d'une théorie stratégique que les planificateurs militaires chinois développent depuis 20 ans. La dissuasion élargie américaine dans le Pacifique n'est pas une garantie inconditionnelle. C'est un engagement conditionnel dont la fiabilité dépend de la capacité américaine à l'honorer sous des conditions de pression stratégique simultanées. Identifier les conditions dans lesquelles cette capacité est sous tension et utiliser ces conditions pour remodeler l'environnement stratégique de façon qui font avancer les intérêts chinois sans déclencher de conflit direct. Voilà la théorie opérationnelle que les 72 dernières heures ont validée à Washington. Le défi stratégique que cela crée est un défi que l'établissement de politique étrangère américaine est institutionnellement organisé pour gérer plutôt que pour résoudre. Le gérer signifie maintenir les engagements d'alliance, émettre des assurances de dissuasion, déployer des groupes aéronavals et faire fonctionner les canaux diplomatiques qui signalent la résolution. Le résoudre signifie mener l'évaluation honnête de la capacité stratégique américaine dans un monde où une disponibilité élevée simultanée dans deux théâtres nucléaires a démontré sa capacité à créer les fenêtres que la planification stratégique adverse est conçue pour exploiter. J'ai passé 28 ans à observer la prise de décision sur les postures nucléaires, puis à observer les conséquences stratégiques de ces décisions être gérées par les gouvernements qui ne les ont pas prises. Les conséquences de la décision prise à Pékin il y a 72 heures seront gérées pendant des décennies par
les gouvernements de Tokyo, Séoul, Manille et Taipei, qui n'ont eu aucune voix dans cette décision, par une alliance de l'OTAN en Europe qui absorbe simultanément ses propres fractures structurelles par un établissement de politique étrangère américain qui doit maintenant fonctionner dans un monde où deux paires nucléaires ont démontré une disponibilité opérationnelle élevée simultanément pour la première fois dans l'histoire de l'âge nucléaire. La question est celle-ci. Si la posture opérationnelle nucléaire chinoise peut être élevée à une disponibilité d'emploi par une combinaison de surextension stratégique américaine et d'actions politiques alliées, sans attaque directe contre la Chine, sans confrontation directe avec les forces américaines, qu'est-ce que cela nous dit sur tous les autres engagements conditionnels dans l'architecture d'alliance américaine à travers le Pacifique et au-delà? Parce que, de mon point de vue, après avoir observé les décisions de posture nucléaire et leurs conséquences pendant près de 3 décennies, la réponse est que chaque engagement conditionnel vient de devenir encore plus conditionnel. Et les gouvernements qui dépendent de ces engagements font tous le même calcul ce soir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.